Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser l'entreprise Pujula. Donc l'entreprise Pujula, c'est une entreprise française qui est leader sur son marché européen, donc dans une niche énergétique malgré sa capitalisation boursière de 202 millions seulement. Pujula est spécialisée dans la fabrication et la distribution de systèmes métalliques, de cheminées pour les maisons, les appartements, les industries, le secteur des services et les entreprises de production d'énergie. Ces lignes de produits comprennent des sorties de toit, des conduits de cheminée, des éléments et des raccords de tuyauterie et des chaudières collectives à gaz. Elle a un chiffre d'affaires qui est réparti entre les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc ce rapport Morningstar, nous allons l'analyser en fin de vidéo. Pour le moment, on va juste voir donc l'activité du groupe. Donc ce chiffre d'affaires est réparti entre l'énergie bois et surtout donc la plus grosse activité pour les 2/3, tout ce qui va être cheminée et conduite cheminée industrielle. Avec une variation pour les deux activités proche des 25%, 20 et 27%. On a donc une comparaison entre 2021 et 2022 parce qu'on a un exercice décalé. Donc j'ai téléchargé le dernier rapport financier qui est semestriel du coup et qui s'étale sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Donc le premier semestre commence au 30 septembre 2021. Donc voilà, c'est pour ça que on a seulement 2 années. Donc voilà, après après ce serait trop long à détailler par rapport aux régions. Ce qu'on peut voir, alors la répartition du chiffre d'affaires, ok. Dernières actualités, on a Pujula qui signe une croissance de 33% de son chiffre d'affaires. Donc ça c'est ce qui est sorti il y a 15 jours, donc le 15 mars 2023. Pujula s'adjuge 1,19% à 25,60 €, s'en fout. Le groupe a dévoilé une croissance d'environ 33% de son chiffre d'affaires, dépassant ainsi le seuil des 400 millions d'euros. La performance supérieure aux attentes pour le spécialiste des conduits de cheminée. Une croissance a été portée par les prix, en particulier sur les granulés de bois, mais également par une hausse significative des volumes pour les deux branches d'activité du groupe, a indiqué la société. Donc excellent, souvent on a soit l'un soit l'autre. Là on a vraiment une augmentation des volumes et du prix également. Et en plus pour ces deux branches d'activité, donc c'est super. Ces deux principaux segments d'activité ont ainsi progressé sur la période, la branche conduit de cheminée et cheminée industrielle étant en amélioration de 20% du chiffre d'affaires à 237 millions. S'agissant de la branche bois énergie, plus 58% à 165 millions d'euros, l'offre de biocombustibles haute performance répond aux exigences réglementaires nouvelles. Et voilà, globalement c'est ça. Donc après on est sur un marché qui est très porteur avec des recommandations, on va dire, au niveau de l'État pour respecter de nouvelles normes énergétiques qui vont dans ce sens, donc c'est une très bonne chose. Au niveau du consensus des analystes, donc pour les analystes Zone Bourse, je crois qu'ils ont quasiment le même consensus que ceux de Morningstar. Donc on a un consensus moyen de 32,40 €, alors qu'aujourd'hui on cote à 26,60 €. Même un peu moins à 25,70 actuellement. Donc soit un potentiel moyen de 21%, donc là on est plus sur les 24-25%. Ok, donc c'est très bien, ils sont acheteurs et c'est une très belle chose. D'ailleurs, William Higgins et son fonds d'investissement, donc Indépendance et Expansion, l'ont en portefeuille. Et c'était une de ces rares valeurs qui était en perte qui était en perte depuis le début de l'année. Donc là, elle a repris un petit peu, mais eux, ils étaient à moins 15% au moment de leur dernier résultat mensuel. Donc, ok. Donc ce qu'on peut voir ensuite, ça sera plus sur le rapport financier. Donc le rapport financier, comme je vous l'ai dit, qui est basé sur un exercice décalé. Donc il porte sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Les données comparatives correspondent à la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 pour les éléments du compte de résultat et au 31 mars 2022 pour les éléments du bilan.
Donc, compte de résultats consolidés, donc, de 2021 à 2022, on a un chiffre d'affaires qui... Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de variation à côté, des petites mentions de variation en pourcentage. Ça serait plus simple pour analyser la croissance. Donc un chiffre d'affaires qui passe à 168 millions contre 128 millions l'an passé, sur l'exercice précédent. Des autres produits d'exploitation, donc les autres produits d'exploitation qui ont doublé. Donc les autres produits d'exploitation, ça peut être tout ce qui est subvention d'exploitation. Ça c'est plus en cas de coup de mou, on va dire. Donc je pense pas que ça soit le cas pour l'entreprise. Après ça peut être le cas pour d'autres choses. Redevance pour brevets, tout ce qui est licence, les marques, les jetons de présence ou tout ce qui est produits divers de gestion courante, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, on a tout ce qui est achats consommés, donc ça c'est les achats de matières premières, les charges externes. Ensuite, donc tout a évolué, même les charges d'exploitation, mais c'est logique. Des charges externes, donc tout ce qui est charges externes, c'est tout ce qui peut être sous-traitance, les loyers, les redevances de crédit bail par exemple, ou les travaux d'entretien, de réparation, etc. Ensuite, pour la suite, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Je ferai une vidéo pour décortiquer un compte de résultat ligne par ligne. C'est vrai que ça peut être assez long. Et au final, on a un résultat net part du groupe qui a fait x3. Donc passant de 4 millions à 12 millions. Donc voilà, qui a fait x3, donc plus 300%. Alors que le cours, sur la même année, donc on va dire que... On va dire que le marché a connu les résultats, normalement, c'était plutôt au 1er janvier 2022 à peu près. Donc si on se place au 1er janvier 2022, à peu près, donc ce sera plus fin 2021, fin janvier, ouais, début janvier, on va dire qu'on était à 16 euros. Et aujourd'hui, on a seulement une croissance de 54% au niveau du cours de l'action, alors qu'on a un résultat qui fait x3. Donc plus 300%. Donc rien qu'au niveau de ça, là c'est une analyse très très simple, c'est pas comme ça qu'il faut analyser non plus, ou en tout cas pas seulement. Ok, résultat part du groupe, on le retrouve également dans le bilan au niveau du passif. Ensuite, alors qu'est-ce qui peut nous intéresser ? Alors le groupe Pujula est leader dans 2 domaines d'activité. Alors petit 1, on a les conduits de cheminée et cheminées industrielles, donc on l'a déjà vu plus tôt. Les systèmes d'évacuation de fumée métallique pour la maison individuelle, l'habitat collectif, l'industrie, le tertiaire et la production d'énergie, ainsi que la conception, fabrication, installation et maintenance dans le domaine des grands ouvrages de cheminée industrielle. Et en 2, on a tout ce qui est bois énergie, commercialisation et fabrication de bois de chauffage, granulés de bois, bûches, densifiés et allume-feu. Donc petite diversification, en plus c'est un complément d'activité. 2 activités très complémentaires. Ok, donc globalement après c'est vraiment... C'est beaucoup de détails, c'est des petites choses. Si vous voulez vous amuser à regarder et à lire le rapport financier, vous pouvez le retrouver directement sur leur site internet. Ils le partagent. Alors moi je vais directement à la page 19. On a le rapport semestriel d'activité, donc avec le compte de résultats consolidé. Le chiffre d'affaires net du groupe s'inscrit à 168 millions contre 128 millions l'an passé. Le résultat d'exploitation après dotation aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition ressort à 16 millions contre 7 millions. Le résultat net passe de 12 millions contre 4 millions, donc x3 comme on l'a vu. Au niveau de la situation financière consolidée, on a des capitaux propres part du groupe qui s'élève à 113 millions contre 102 millions. L'augmentation des dettes financières de 22 millions se décompose de la façon suivante. Souscription nette d'emprunt moyen terme à hauteur de 4,2 millions et une augmentation des CBC pour 17,8 millions d'euros afin de financer la croissance du fonds de roulement lié à la saisonnalité de nos activités.
donc à cause de l'augmentation des stocks et des créances clients. Le plan d'investissement soutenu se poursuit sur la période et s'élève à plus de 11 millions d'euros. Il intègre un plan d'investissement capacitaire de bâtiments, d'installations et de matériel destiné à accompagner la croissance. Donc augmentation du chiffre d'affaires qui est due, donc cette croissance est due à l'effet prix, surtout qui représente un tiers de cette progression et également, du coup, pour 2 tiers, au volume. La croissance a été soutenue à la fois, pour les deux activités, on l'a déjà vu, les carnets de commandes restent importants et les outils de production fortement sollicités. Globalement, le groupe Pujula réalise une performance supérieure à celle du marché. Ses résultats financiers sont en hausse sensible grâce à l'augmentation significative des volumes commercialisés, notamment le bois énergie. Il y a une bonne maîtrise des charges et a de très bonnes performances à l'international. Alors qu'est-ce qu'il prévisionne ensuite? Nous anticipons par la suite un ralentissement de la construction neuve consécutif à une nette baisse des ventes des promoteurs immobiliers et des constructeurs en 2022. L'augmentation des taux d'intérêt et des matériaux, la rareté du foncier et l'attentisme des consommateurs sont autant de facteurs freinants pour le marché. Pujula a une exposition modérée aux variations de la construction neuve et dispose de produits innovants qui devraient lui permettre d'accroître sa part de marché. Le ralentissement de la croissance économique et l'inflation toujours élevée pourrait par ailleurs peser sur la consommation et pousser les consommateurs à épargner encore un peu plus. Également, on a une tension au niveau des approvisionnements qui ne sont toujours pas résolus avant 18 à 24 mois. C'est également le cas de Katana Group, par exemple, qui a des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'en 2025, voire plus, mais qui a du mal du coup à livrer les commandes qu'elle a déjà. Donc c'est pas bon du tout. Et voilà, globalement, voilà ce que disent les rapports financiers. Au niveau des rapports Morningstar, donc au niveau des ratios financiers, on a un cours aujourd'hui qui est à 25,80 €. Eux l'estiment à 34 €, donc un petit peu plus que les analystes de Zone Bourse. On a une capitalisation qui reste toujours assez faible pour un leader européen, avec un nuage de points qui l'estime à son plus bas à 24 et à son plus haut à 50. Donc très bien. Moi je pense qu'il y a quand même un petit avantage concurrentiel malgré que les analystes ne sont pas d'accord avec ça. On a une valorisation qui est assez peu importante, un PER de 9,5 contre un secteur de 16,8. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour un secteur qui est quand même pas mal lié à l'énergie. 16,8, 9,5 ça me paraît quand même bien. On a une trésorerie qui est de 15,9, donc supérieur. Donc le cours sur trésorerie est supérieur à celui du secteur, donc ça c'est pas top, mais ça reste assez convenable. On a un rendement sur dividende qui commence à arriver. Je suis pas sûr qu'elle versait, alors je sais plus. Si en fait elle a toujours versé des dividendes, là ils sont en augmentation, on peut le voir ici. Ils sont en augmentation, mais bon ça reste très mesuré. Et voilà, et après comme d'habitude on a une entreprise très très rentable, avec un rendement des capitaux propres de 21,1 contre 11,5 pour le secteur, et un ROA de 8 contre 4,8 pour le secteur. Donc ça voilà. Tous ces ratios-là, donc le ROE et le ROA, ce sont vraiment des ratios qui sont vraiment privilégiés par indépendance et expansion. Et généralement, voilà, on a un ROE qui dépasse les 15 et un ROA qui dépasse les 5 assez facilement. Et très souvent, en tout cas dans la majorité des cas, ils sont supérieurs à ceux du secteur. Au niveau de la dette, ça reste raisonnable encore. Ça reste raisonnable. Dette long terme divisée par capitaux propres, ça reste raisonnable. Par contre, elles ont quand même bien augmenté par rapport aux années précédentes. Ouais. Après, c'est normal, il faut que l'entreprise investisse pour maintenir la croissance.
Donc ça reste une belle chose. On a un CA qui est en augmentation constante depuis 2018. On a un résultat net qui a fait presque x20. Bah ouais, qui a fait x20 en 4 ans, 4-5 ans. Donc c'est excellent. Voilà, c'est vraiment dû aux marges, comme d'habitude, de toute façon. Des marges qui étaient inférieures à 1%, qui étaient... Alors que c'est un leader de marché aujourd'hui. C'est un leader de marché aujourd'hui, on avait quand même des marges nettes de 0,1% en 2019. C'était dégueulasse. Là, on est à 6,3, donc 6,3, ça reste vraiment acceptable. Ça reste vraiment acceptable. Est-ce qu'elle va les maintenir à l'avenir? Donc ça, par contre, je sais pas. Donc des investissements qui restent, qui sont de plus en plus conséquents, évidemment. Et un bénéfice par action qui a bien évolué, donc c'est excellent. Marge d'exploitation 9, donc c'est cool, c'est vraiment bien. Et voilà. Avant on avait une petite croissance en 2018 de 5%. Généralement on était aux alentours des 5%. Après le Covid, moins 5% au second semestre. Mais globalement, voilà, on a maintenant depuis 2021, avec la crise énergétique, on a une belle croissance. Et en 2023, je pense qu'on aura aussi une croissance de 20-30% largement. Donc très bon ratio financier. Ce qui me fait le plus peur, c'est au niveau du maintien des marges. Est-ce qu'elle va réussir à maintenir ses marges à l'avenir? Même si le groupe a indiqué qu'ils avaient vraiment franchi une étape, que Pujula n'était plus l'entreprise qu'elle était auparavant, que là, elle a vraiment monté une marche. Et voilà, donc peut-être qu'elle va réussir. Si c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel, elle pourra maintenir ses marges, elle pourra imposer ses marges, imposer ses prix. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Juste une dernière chose, on va voir les prévisions de Zone Bourse pour les années à venir. Donc dans l'onglet finance, on a un PER qui devrait... Non. On a un PER qui devrait rester à peu près stable, qui est à 7,95, qui devrait un petit peu augmenter, ok. Capitalisation qui devrait augmenter en 2023. Après, on n'a pas les analyses jusqu'en 2025, malheureusement. Donc voilà, on peut voir qu'au niveau de la valeur d'entreprise, c'est ce qui va être corrélé à la capitalisation de toute façon. On a un cours qui devrait rester à peu près stable jusqu'en 2025. Un rendement qui devrait augmenter un tout petit peu, parce que la valeur de l'entreprise devrait peut-être un petit peu diminuer. On a un nombre de titres qui, ça dépend des années, mais qui diminue un petit peu, donc sûrement par un rachat d'actions. Chiffre d'affaires qui augmente, donc ça c'est logique, même jusqu'en 2025 et même constamment d'année après année. Et on a un EBITDA, par contre, c'est pas mal, qui augmente jusqu'en 2024 et une petite chute d'après en 2025. Peut-être la fin d'une cyclicité. Voilà. Marge nette. Alors voilà, les marges nettes, c'est ce que je voulais voir. Petite chute des marges nettes. On était à 6,26, ça veut dire qu'on était vraiment à un pic cette année. Et qu'on devrait retomber vers des plus bas jusqu'à 5%. C'est peut-être pour ça que les investisseurs sont réticents à investir là-dedans. C'est vrai que l'entreprise, malgré la croissance qu'elle a actuellement, elle n'est pas montée jusqu'à des prix exceptionnels. Elle reste avec des ratios qui sont largement convenables. Donc voilà, globalement on a tout. C'est une belle entreprise. Attention peut-être un petit peu à la dette. La dette, ça reste mesuré, mais attention tout de même. Et le problème, c'est vraiment au niveau des marges. Donc est-ce qu'elle va réussir à les maintenir? C'est vraiment les deux points sur lesquels je m'interroge. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.